Bonjour tout le monde. Alors oui, nous allons parler d'un thème d'actualité, l'inflation, la bonne, la brute ou la truande. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir ou à le revoir. C'est un film qui vieillit très bien, je trouve. Alors j'ai une première question pour vous. De ces trois personnages, il y en a un qui finit dans la tombe. C'est pas le bon, hein, c'est pas Clint Eastwood forcément. Mais entre la brute, qui est ce monsieur ici, là, et le truand, qui est Tuco, qui dit « le monde se divise en deux catégories », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous savez qui finit dans la tombe ? Dans un cimetière qui est devenu mythique, on y va en pèlerinage aux États-Unis, à Sad Hill. Qui finit dans la tombe entre la brute et le truand ? La brute, voilà, gardez ça en mémoire. Donc, ce que nous allons voir, c'est que Tuco dit le monde se divise en deux catégories. Les économistes divisent l'inflation aussi en deux catégories, l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. Et j'y ai ajouté une troisième que j'ai appelée la truande et dont on va parler. Donc, au menu, l'inflation peut-être, oui, c'est très d'actualité, mais laquelle ? Lié à ce thème de l'inflation, on va parler de la dette aussi. Une question centrale, c'est aujourd'hui, compte tenu de la facture du Covid qui augmente et qui va se traduire par une augmentation de la dette, est-ce que cette dette est soutenable et si oui, à quelles conditions ? On va parler aussi de la reprise post-pandémie. Ça, c'est sûr qu'elle est dans les cartes, elle est visible déjà. Et puis, les marchés sont-ils en avance sur le cycle économique ? Ça, c'est aussi une question récurrente. On nous dit, mais comment ça se fait ? La bourse, en 2020, ça a très bien marché, alors que la situation économique était catastrophique. Quid ? Alors, l'inflation a longtemps joué les Arlésiennes. Vous savez, les Arlésiennes, c'est cet Arlésien qui attend son épouse et qui l'attend désespérément et elle ne vient jamais. Donc, pendant très longtemps, on a eu cette situation qu'on appelle le scénario boucle d'or, une économie qui est ni trop chaude ni trop froide, juste comme il faut. Et donc, de la croissance, pas d'inflation. Ça, c'est le rêve pour les marchés financiers. Aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu d'inflation et on va voir de quel type il s'agit. Alors, la bonne inflation, c'est celle dont rêvent les banques centrales. C'est une inflation qui est liée à une surchauffe de la demande, à une économie qui marche trop bien. Tout le monde achète des Porsche Cayenne, veut avoir des chalets à Verbier, la consommation va à tout va, les producteurs ne suivent pas, les prix augmentent. Donc ici, ce que je vous montre, c'est ces barres bordeaux, c'est la différence entre ce qu'on appelle le NAIRU. Le NAIRU, c'est le Non-Accelerating Rate of Unemployment. C'est le taux de chômage de plein emploi. Et le taux de chômage effectif. Donc, quand ces barres pointent vers le bas, ça signifie que le NAIRU est inférieur au taux de chômage. Ça veut dire que le taux de chômage est supérieur au taux de chômage de plein emploi. Ça veut dire qu'on est en situation de récession ou d'économie qui marche pas trop bien. À l'inverse, lorsque ces barres pointent vers le haut, on a une situation de surchauffe où le taux de chômage est carrément en dessous du taux de plein emploi. Donc, on est en situation de surchauffe. Et ce qu'on constate, c'est que lorsque on pointe vers le haut, on a effectivement des pressions inflationnistes qui se traduisent après par des hausses de taux d'intérêt que l'on voit ici sur la courbe en orange. Ça, c'est la bonne. Est-ce qu'on a de la bonne inflation aujourd'hui ? La réponse, c'est non. Si vous regardez ces barres, elles pointent toujours vers le bas. On a toujours un taux de chômage qui est sensiblement supérieur au taux de plein emploi, de chômage de plein emploi, qu'on estime à environ 4,5%. La brute, c'est celle qui est liée au prix du brut, en priorité, c'est celle qui est liée à l'inflation, c'est l'inflation par les coûts. Et ici, on en voit, c'est clair, l'inflation par les coûts. Vous voyez ici, ça c'est pas les prix à la consommation, c'est les prix à la production, c'est les PPI. Et donc là, on voit partout, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, on voit ces tensions. La dernière catégorie, on en parle moins, elle est moins connue, la truande.
Ici, je vous montre l'inflation au Zimbabwe et au Liban. L'inflation truande, c'est celle qui naît d'une perte de confiance dans la monnaie papier. Les banques centrales jouent aux petits imprimeurs, impriment, et à un moment donné, les particuliers, les entreprises, tout le monde perd confiance dans cette monnaie papier. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Liban. J'ai des amis là-bas qui me disent aujourd'hui, quand je vais au restaurant, je ne prends plus mon porte-monnaie, je prends un sac avec plein de billets dedans, parce que j'ai plus de place, j'ai plus assez de place dans mon porte-monnaie pour les billets. Donc c'est une inflation qui est liée à une dépréciation de la monnaie, on rajoute les zéros. L'exemple bien connu, c'est l'exemple de l'Allemagne en 1923, la République de Weimar. Au Zimbabwe aussi, maintenant ça revient. On a eu une période en 2008 où on avait des chiffres beaucoup plus élevés. Bon là c'est déjà pas mal, hein. Ça ralentit, mais on est quand même à des hausses des prix de 200% par mois. Hein, year on year, donc une inflation de près de 200%. Et au Zimbabwe, par exemple, les gens vont acheter du pain avec une brouette et des piles de papier, et on n'a pas le temps de compter les billets, donc on estime la hauteur des billets, et ça nous dit, voilà, là, tu as à peu près l'équivalent de 30$. Donc, l'inflation, Milton Friedman, prix Nobel, oui, prix correcteur d'orthographe qui n'aime pas Nobel, il m'a mis Nobel, prix Nobel, oui, c'est un prix Nobel aussi. Milton Friedman donc disait que partout et toujours, l'inflation, vous le voyez ici, a une origine monétaire. Elle naît d'une augmentation de l'offre de la monnaie supérieure à la croissance économique. Traduction, chaque fois qu'on a compris que, et c'est une erreur, on dit que chaque fois que les banques centrales ouvrent le robinet de liquidité, ça va se traduire par de l'inflation. Ce n'est pas ce qu'il a dit. En fait, il dit, ça ne veut pas dire que toute augmentation excessive de la masse monétaire, et on en a eu depuis la crise des subprimes, se traduit par de l'inflation. Simplement, toute période inflationniste a été précédée par une politique monétaire trop laxiste. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, on dit, on a une inflation par les coûts, et donc on va regarder les salaires. Aujourd'hui, il y a un phénomène aux États-Unis qui est l'apparition de quelque chose qui n'est pas très fréquent aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les chômeurs volontaires. Avec les aides de l'État, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais moi, je préfère rester chez moi et toucher les aides de l'État plutôt que d'aller sur le marché du travail ». Et donc, ils restent à la maison. Donc, il y a pénurie d'emplois, le taux de chômage reste élevé, les entreprises cherchent désespérément des employés, ne les trouvent pas, et donc les salaires devraient partir à la hausse. Je dis devraient parce qu'on ne l'observe pas encore. Les barres en bleu que vous voyez ici, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir le unemployment gap, hein, le NAIRO moins le taux de chômage effectif. Donc quand c'est négatif, ça veut dire qu'on est en situation de sous-emploi. Et puis en rouge, c'est un indice que calcule la Fed d'Atlanta, la Banque centrale américaine est à Atlanta. Et là, on voit que pression sur les salaires, oui, pas encore. On est entre 3 et 3,5% sur l'échelle de gauche. Voilà, on n'a encore pas eu vraiment d'inflation par les coûts. Mais enfin, c'est quelque chose qui est en cours. Comme on le voit aussi ici sur les matières premières. Ici, j'ai mis toute une série de graphiques, le pétrole, l'acier, et les courbes avec les surfaces, c'est la variation de l'année dernière, et puis en chiffres et en lignes, c'est la hausse que l'on a pour la plupart des cas cette année. Donc aujourd'hui, c'est clair, on a une inflation par les coûts, qui se traduit par des augmentations du coût de la main-d'œuvre. Il y a le problème du fret, on a des retards dans le transport maritime notamment, donc augmentation des coûts, pénurie de fournitures chimiques, voilà, enfin il y a des facteurs qui sont essentiellement liés à une augmentation des coûts. Et comme on est dans une situation de reprise économique, les entreprises ont plus de pricing power pour pousser ces augmentations de coûts à leurs consommateurs. Donc, on a des attentes d'inflation. Ici, ce sont des attentes qui sont tirées des marchés financiers, des marchés de swap,
Et on voit qu'il y a ces attentes, notamment les plus marquées sont aux États-Unis, mais ça va venir également en Europe. En soi, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle tout ça parce que, vous le voyez ici, si on met en parallèle en jaune, vous voyez l'inflation et ces attentes se traduisent par des tensions sur les rendements obligataires. Et donc là, on était un plus bas il y a une année à 0,4%, par là on est tombé 0,6%. Et aujourd'hui, on est remonté de 100 points, on est à 1,6. Donc il y a une tension sur le rendement obligataire de référence aux États-Unis, le 10 ans, qui est très fortement liée, vous le voyez ici, la corrélation est très forte, aux attentes d'inflation qui sont en forte hausse. Alors, la question qui se pose, et notamment qui va se poser les 15 et 16 juin prochains, c'est avec la réunion de la Fed, est-ce qu'elle va monter les taux d'intérêt? Est-ce qu'elle va pratiquer ce qu'elle pratiquait avant dans le passé, et qui est une expression, on revient au bon, la brute et la truande, mais c'est l'expression de overkill. La Banque centrale, le danger que l'on regardait chaque fois, c'est est-ce que la Banque centrale va surtuer l'inflation? Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une banque centrale qui monte les taux d'intérêt, court, il monte. La courbe des taux, elle se déplace comme ça vers le haut, elle s'aplatit, et à un moment donné, paf, elle s'inverse. Les taux courts dépassent les taux longs, ce qui n'est pas du tout la norme, comme les taux d'intérêt courts négatifs d'ailleurs que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, par le passé, on regardait beaucoup cette inversion de la courbe des taux comme un indicateur avancé de la conjoncture. On savait que lorsque la courbe des taux était inversée, et c'est le cas ici quand cette courbe en orange est négative, parce que la courbe en orange, ce sont les taux courts moins les taux longs, c'est l'inverse, les taux longs moins les taux courts. Donc, quand cet écart est négatif, ça veut dire que les taux courts dépassent les taux longs et qu'on a une inversion de la courbe. Et donc, peu de temps après, on voit les barres bordeaux qui plongent vers le bas. Ça, c'est le PIB aux États-Unis. Donc, inversion de la courbe des taux égale récession avec des banques centrales qui surtuent l'inflation. Donc, aujourd'hui, quand on regarde l'inflation, et ça, c'est ce que regarde la Fed, c'est son indicateur préféré. C'est pas l'indice des prix à la consommation, c'est le déflateur des prix à la consommation, des dépenses des consommateurs. C'est le Personal Consumption Expenditure Deflator. Et là, on voit, le CPI était de plus de 4%, et celui-ci est aussi en forte hausse. Alors, on dit, mais la Fed a un objectif, on a 2% en tête. Et on dit, oui, donc, traduction, il y a fort risque de hausse des taux d'intérêt le 15 et 16 juin prochain. Alors moi, je ne pense pas. Je pense que si la Fed le fait, ça serait en tout cas une très mauvaise nouvelle, parce que ça se mettrait en contradiction avec des petits changements qu'elle a annoncés dans sa manière de formuler son objectif d'inflation. Et elle l'a fait dans un mode original. Quand vous allez sur le site de la Fed, vous trouvez ceci. Vous savez, vous trouvez ces documents comme on fait les documents à Word avec suivi des modifications, track changes. Donc, elle a laissé les modifications qu'elle a amenées à sa manière de formuler l'objectif d'inflation. Et le mot-clé ici, c'est le mot average. Ici, the committee seeks to achieve inflation that averages 2% over time. Et ça, c'est nouveau. Donc, ce qui suit explique très bien cela. Ils disent, and therefore judges that following periods when inflation has been running persistently below 2%, appropriate monetary policy will likely aim to achieve inflation moderately above 2% for some time. Donc, traduction, on peut tolérer le fait que l'inflation dépasse 2%, son objectif de long terme de 2%, parce que c'est une moyenne, et en fait, voilà, là je vous remonte la même courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, mais avec des surfaces, pour vous dire, puisque c'est une moyenne, les surfaces, que quand la courbe est inférieure à 0, en fait, j'ai exprimé ici l'inflation moins 2%, donc quand on est en dessous de 0, ça veut dire que l'inflation est inférieure à 2%, et donc ce qu'on veut, c'est que les surfaces se compensent l'une l'autre. Quand on a été, comme ça a été le cas ici, longtemps en dessous de ce seuil, on peut tolérer une période plus ou moins équivalente
où cette inflation dépasse les 2%. Donc, si la Fed maintenant devait changer son fusil d'épaule et me contredire et monter les taux le 15 et 16 juin prochain, ça ne serait vraiment pas une très bonne nouvelle pour les marchés. Là, je pense qu'il va y avoir des sérieuses secousses. L'inflation en soi, aujourd'hui, n'est pas un mal. Il faut le comprendre. Même en Suisse, on a un objectif entre 0 et 2%. La BNS, je peux vous dire, ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait qu'on retombe dans cette marge souhaitée de 0 à 2%, plutôt que de naviguer en dessous. Les prix négatifs, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une bonne nouvelle, pour toutes sortes de raisons. Déjà parce que ça augmente le coût réel du capital lorsque vous êtes en situation d'inflation négative ou de déflation. Aussi, les consommateurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont repousser leurs achats. Ils vont dire, les prix baissent, je vais attendre encore un peu. Et quand on attend encore un peu, on oublie qu'on voulait acheter une nouvelle paire de skis. Et puis, surtout, il y a aujourd'hui la dette de l'État qui augmente. Et une manière de payer cette dette, c'est d'avoir un peu d'inflation. Puisqu'une dette se rembourse en termes nominaux. Si vous achetez des obligations de la Confédération et que vous mettez 10 000 francs là, dans 10 ans, vous retrouvez vos 10 000 francs. Mais s'il y a eu de l'inflation entre deux, votre pouvoir d'achat diminue. Donc c'est pur bénéfice pour celui qui emprunte et c'est pure perte pour celui qui prête. Donc les emprunteurs que sont les États aujourd'hui ont intérêt à avoir un petit peu d'inflation. Ça allège le fardeau de la dette. La dette, puisqu'on en parle, on va regarder, est-ce qu'elle est soutenable, cette dette? Et ma réponse, et là tu vas être content, j'ai dit, je ne vais pas plomber l'atmosphère, elle est effectivement soutenable. Je vais vous montrer pourquoi. Contrairement à ce qu'on pourrait voir sur ce graphique, beaucoup de gens disent, mais comment est-ce qu'on peut dire que la dette est soutenable? Regardez ces taux d'endettement par rapport au PIB. Il y a une année, quand je montrais ce graphique, je faisais deux échelles, une pour tous les pays et l'autre à droite pour le Japon, parce que le Japon était le seul pays qui avait une dette supérieure à 200% de son PIB. Aujourd'hui, il est rejoint dans ce triste club par la Grèce, et là, on a une situation en Grèce où on a 230% du PIB. Quand on a eu la crise de la dette dans la zone euro, on était à 160. Aujourd'hui, on est à 230. Donc, comment peut-on prétendre que la dette est soutenable? Alors, déjà, ce que je peux vous montrer, c'est que on va reparler de la Grèce dans un instant, mais la dette publique, c'est une vieille histoire. Ça, c'est un tableau que j'ai pris d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « This Time is Different ». Et le sous-titre de ce livre, c'est « 8 Centuries of Financial Folly ». Donc 8 siècles de folie financière. Et dans ce tableau, on montre combien de fois les pays ont fait défaut. Et moi, ça me rappelle quand je travaillais à la banque, j'avais le gérant obligataire sur un fonds de dette émergente qui me disait « Est-ce que tu sais, Michel, quel est le pays qui a fait le plus souvent défaut dans son existence ?» Et en général, on répond peut-être l'Argentine, des choses comme ça. Et il me disait, non, c'est la France. La France et l'Espagne. Alors, sur la France, oui, il n'avait pas tout à fait raison. En l'occurrence, vous le voyez ici, le Venezuela a fait plus souvent défaut que la France. Mais surtout, ce qu'il faut dire, peut-être l'Espagne, c'est le pays qui a fait le plus souvent défaut sur sa dette, avec 13 défauts. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est depuis quelle période, pour comparer des pommes à des pommes. Et bien, vous voyez ici, l'Espagne a fait 13 fois défaut, mais depuis son année d'indépendance. Alors, petite remarque ici en passant, ce sont deux économistes américains qui font ce tableau. Leur connaissance en histoire n'est peut-être pas des meilleures, ils sont plus forts pour l'économie que pour l'histoire. Par exemple, 943 pour l'année d'indépendance de la France. Historiquement, je ne suis pas sûr que ça soit juste, je crois qu'ils se sont trompés d'un siècle, ils ont un siècle de retard. Mais peu importe, ce qui compte pour moi, c'est de dire, ils ont mis un compteur, à partir d'une année, ils ont compté le nombre de défauts. Et moi, ce que j'ai rajouté à leur tableau, c'est la dernière colonne, ça veut dire calculer la fréquence des défauts. Donc en France, 8 défauts depuis 943, ça fait un défaut tous les 135 ans.
Et c'est ça qui est important de regarder. Donc effectivement, les pays d'Amérique latine sont les pays qui font le plus souvent défaut. Ça me rappelle aussi une petite anecdote que j'en ai parlé avec l'ancien président de la BNS, Jean-Pierre Roth, et je lui ai dit est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a 2 pays au monde qui n'ont jamais fait défaut? Et puis il me regarde en souriant et me dit oui, c'est lequel l'autre? Donc effectivement, la Suisse n'a jamais fait défaut sur sa dette. Les États-Unis disent qu'ils n'ont jamais fait défaut sur sa dette. En l'occurrence, je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu, quelque chose d'assez exceptionnel aux États-Unis. En 1933, le président Roosevelt a fait ce qu'on a publié un décret sur la confiscation de l'or. C'était au mois d'avril 1933, le 5 avril précisément, et il a dit, vous avez jusqu'à la fin du mois pour prendre votre or, vos certificats d'or, vos lingots, vos pièces et tout, et les amener à la Fed locale de l'endroit où vous habitez. Sous peine d'amende, et je l'ai calculé, il y avait 10 000 $ d'amende, ce qui correspond à 200 000 $ aujourd'hui, ou 10 ans de prison, voire les deux. Donc, on ne rigolait pas avec cette confiscation de l'or. Et ce que le gouvernement a fait, ils ont récupéré l'or. Ils l'ont payé, hein, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont payé, mais à 20 $ l'once. Et ensuite, quand ils ont récupéré tout cet or, ils ont réévalué l'or à 33 $ l'once, qui correspond à un debasement du dollar, ce qui correspond en fait à un défaut. Quand on dit que l'État fait défaut, il ne met pas la clé sous le paillasson, il restructure sa dette. Ce qui était remboursé dans 10 ans va être remboursé dans 20 ans, et ça ne sera peut-être pas 100%, mais 80%. Voilà. Donc là, ils ont fait la même chose. On était basé sur l'étalon or, et ils ont réévalué le prix de l'or, ce qui correspond en fait à une situation de restructuration de la dette ou de défaut. Reparlons quelques minutes de la Grèce, avec cet exemple qui me fait sourire, cette citation d'un livre qui dit « La Grèce est le seul exemple connu d'un pays vivant en pleine banqueroute depuis le jour de sa naissance, si la France ou l'Angleterre, etc. » Voilà. La Grèce a vécu plus de 20 ans en paix avec la banqueroute. Et le clin d'œil ici, c'est que ce livre, il faut regarder la date où il a été publié. Vous voyez ici, c'est 1858. Donc en 1858, on parlait déjà d'un pays qui vivait avec la banqueroute. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire que la dette est soutenable? Eh bien, c'est grâce aux banques centrales. Les banques centrales qui ont fortement augmenté la masse monétaire, injectent des liquidités et surtout font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir les taux d'intérêt, les rendements obligataires très bas. Est-ce que vous savez à combien sont montés les taux d'intérêt sur les rendements à 10 ans dans la Grèce au moment de la crise de la dette? Est-ce que quelqu'un a une idée? Au plus fort. Hein? Presque. 40%. 40%. Est-ce que tu sais à combien sont les taux d'intérêt aujourd'hui en Grèce? Les rendements obligataires de la Grèce à 10 ans. Hein? Ils sont à 0,4%. 0,4%. On estime même que la dette de la Grèce est moins risquée que la dette des États-Unis, puisque les rendements sont à 1,6 aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sous l'influence de ce fameux discours de Mario Draghi qui a dit, en juillet 2012, everything it takes. On fera tout ce qu'il faut pour préserver l'euro. Traduction, si les obligations des pays du Club Med, comme on les appelle, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, ont un problème, la Banque Centrale Européenne va venir aider ce monde. Donc aujourd'hui, comment la dette peut-elle être soutenable? Simplement parce qu'elle coûte très peu. Si les taux d'intérêt remontent, passe de 0,4 à 4%, voire plus, en Grèce, je peux vous assurer qu'avec 220% de dette par rapport au PIB, ce n'est pas tenable. Donc, on est dans une situation où les banques centrales, vous le voyez ici, font exploser leur bilan. Est-ce que vous savez quelle est la banque centrale qui est la plus agressive au monde dans sa politique d'injection de liquidités? C'est la Suisse. La Suisse qui a le record, on est à 140%. Le bilan de la BNS, c'est 140% du PIB de la Suisse. Donc, les taux sont négatifs en Suisse. Donc, les rendements obligataires sont négatifs. Donc, on est payé, les gouvernements est payé pour s'endetter.
en Suisse. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement inhabituel. Alors, ça c'est pour la bonne nouvelle. C'est effectivement les banques centrales qui tiennent tout le système, la stabilité et la soutenabilité du système passe par les banques centrales. Mais attention, justement, par rapport à l'inflation truande, ici je vous montre des exemples d'inflation truande. Il y en a eu 30 au siècle dernier, un à ce siècle, le Zimbabwe, et un pendant la Révolution française, sous l'époque des assignats. Donc là, c'est vraiment l'inflation, c'est l'hyperinflation en fait. Quand vous voyez, on n'a plus de place, par exemple au Zimbabwe, vous voyez ici, c'est 10 puissance 10. Donc, c'est 10 milliards, en fait, d'inflation. Voilà, 10,9 fois 10 puissance 10, ça fait 100 milliards d'inflation. Donc, c'est quelque chose de totalement... En Hongrie, c'était juste après la guerre, l'indice des prix à la consommation doublait toutes les 48 heures. Donc, voilà, ce qu'il faut absolument éviter aujourd'hui, c'est une monétisation de la dette excessive. Là, je vous remonte les taux d'intérêt, les rendements obligataires à 10 ans, et toutes les actions des banques centrales, les QE, les Operation Twist, etc., qui ont tous pour but de faire baisser ces rendements. Vous voyez par exemple pour la Suisse, c'est la courbe en rouge, on est en dessous de zéro. C'est la même chose pour l'Allemagne. Est-ce qu'on est revenu au-dessus? Non, on est toujours en dessous aussi. Mais l'impact le plus puissant, le plus fort qu'on a eu sur ces rendements à 10 ans, ce n'est pas les politiques des banques centrales elles-mêmes, c'est ces 3 fameux mots de Mario Draghi que j'ai mis en rouge, là vous voyez dans cette case, Everything It Takes, le 26 juillet 2012, quand les rendements étaient à 8% sur la dette espagnole et à 7% en Italie. Je peux vous dire que quand les rendements sont à 7% en Italie, on ne rigole pas. On a été à l'époque 120% du PIB, 7% sur 120%, ça fait à peu près, aller à la louche, 6%. Ça veut dire que chaque année, vous prenez 6% de votre PIB que vous jetez par la fenêtre pour payer les détenteurs d'obligations. Donc le service de la dette vous coûte chaque année 6%. C'est juste pas possible. Et imaginez la Grèce à 240% du PIB. Si tout d'un coup les rendements obligataires montent à 10%, ça veut dire qu'elle doit prendre un quart de son PIB pour payer les détenteurs d'obligations. Donc c'est pas possible, c'est pas tenable. C'est l'écroulement du système. Donc aujourd'hui, la réponse est oui, la dette peut être soutenable. Ici, je vous montre les États-Unis et j'ai fait ici le cumul de la dette des ménages, de la dette des entreprises et de la dette de l'État. C'est la courbe ici en Bordeaux. Sur l'échelle de gauche, vous voyez qu'on est à quelque chose comme 270% du PIB. Donc c'est énorme. Mais il ne faut pas regarder que le montant, il faut regarder aussi la soutenabilité de la dette, c'est qu'est-ce qu'on paye pour cette dette. Et là, j'applique le prime rate, parce que, voilà, je vais vous formuler la chose différemment. Si vous regardez cette courbe en Bordeaux, je vais vous dire, OK, vous regardez la courbe en Bordeaux, et je vais vous poser une question, à quel niveau too much is too much? À quel niveau est-ce qu'on dit, ah mais non, cette dette, elle est trop élevée? Ben, regardez, par rapport à ces barres hachurées verticales en grisé, ça c'est les récessions qu'a connues les États-Unis. Est-ce qu'on peut utiliser la courbe en Bordeaux pour prédire la récession? La réponse c'est non. Vous voyez que la courbe ne fait que de monter. On a eu des récessions quand ce taux d'endettement global était à 110% en 1980. Et puis après, pendant la crise de 2008, on était à 200... on était à combien? Là, on était à 230%. Aujourd'hui, on est à 270. Donc, est-ce que c'est un bon indicateur avancé de la prochaine crise, de la prochaine récession? Non. Par contre, si on applique le taux d'intérêt à la dette, et finalement, ben, ça donne un équilibre, on applique un taux d'intérêt faible, mais à une dette qui est très élevée, c'est tout aussi dommageable qu'un taux d'intérêt élevé appliqué à une dette faible. Donc c'est la multiplication des deux qu'il faut regarder, et c'est cette courbe en bleu, ce que j'appelle le service de la dette totale, et j'ai ce seuil ici entre 12 et 16%, et chaque fois qu'on touche la limite supérieure ici, on voit qu'il y a eu après une récession. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un endettement qui est très élevé,
On a des rendements obligataires grâce aux banques centrales qui sont très faibles, et c'est ce qui fait que le système tient. Attention, par contre, les banques centrales, là, elles jouent avec le feu. Si on monétise trop la dette, c'est ce qu'a fait l'Allemagne avec le paiement des réparations après la Première Guerre mondiale. Ils disaient, ils ont d'abord donné tout leur or aux Alliés, puis quand ils n'en avaient plus, ils ont dit, ils veulent de l'argent, on va leur en imprimer. Donc ils impriment des Reichsmark, et puis c'est la planche à billets excessive, et à un moment donné, on a l'hyperinflation. Donc c'est un équilibre qui est fragile. Aujourd'hui, les banques centrales doivent veiller à ne pas faire tourner excessivement la planche à billets. Du coup, quelles sont les perspectives économiques et financières? Alors là aussi, pour ne pas plomber l'atmosphère, je vais vous donner des bonnes nouvelles. Du côté de la pandémie, on voit le bout du tunnel. Ça, c'est le nombre de cas dans certains pays, ici aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie. Italie qui a posé problème, on le sait, on voit les chiffres de l'année dernière. Donc le nombre de cas diminue. La clé pour sortir du Covid, eh bien, c'est les vaccinations. Donc ici, c'est les pourcentages. Donc ça, c'est des courbes, plus elles montent et mieux c'est. Le pourcentage de la population qui est vaccinée. Le chiffre, j'ai mis quelque temps à comprendre comment est-ce qu'en Israël, on pouvait être à 120% de la population. C'est en fait, ils calculent le nombre de vaccins. Donc ceux qui ont, ça fait 60% de la population qui a un premier vaccin, fois 2, 120%. Traduction de cette pandémie dont on voit le bout du tunnel, les consommateurs retrouvent la confiance. Ça, c'est des indices de confiance des consommateurs. Donc là, il y a un fort rebond. Et je vais vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très utile avec ces indices-là, construire un baromètre pour nous montrer que nous sommes sortis de la récession. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais avant cela, du côté des entreprises, on a aussi la confiance qui revient. Et là, j'aimerais le souligner ici. Ça m'a un petit peu surpris. Ça fait quelques mois que c'est comme ça. J'essaye encore de comprendre, je ne suis pas 100% convaincu de ce que je vois, mais enfin, je vous le montre. La Suisse, c'est le champion de la reprise du côté des indicateurs industriels. PMI, c'est les Purchasing Manager Index. C'est une société qui s'appelle Markit qui publie ces indices. Donc, ils vont vers les directeurs d'achat dans les entreprises et ils font une espèce d'enquête. Alors, je leur ai parlé et ils m'ont dit, c'est quand même un peu plus sophistiqué qu'une enquête où on dit, on envoie un PDF ou un truc en ligne à un directeur d'achat de l'entreprise, on lui dit, qu'est-ce que vous pensez de la conjoncture actuelle? Est-ce que vous prévoyez de faire des nouveaux achats? Donc, ils veulent plus des faits que des opinions. Bon, alors, ce qu'on regarde, PMI, c'est quand on est à 50, on est entre le ralentissement et la reprise. Et là, au-dessus de 50, c'est les écarts que vous voyez ici. Donc, le 20 de la Suisse signifie que l'indice PMI est à 70, ce qui est très élevé. Et c'est même un record au niveau mondial. Vous voyez que là, on a des signes de reprise du côté de l'activité manufacturière industrielle qui sont plus importants qu'aux États-Unis. Alors, pour revenir à l'indicateur basé sur la confiance des consommateurs, je vous le montre ici, c'est cette courbe en rouge. En fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris la confiance des consommateurs, mais je ne la regarde pas en niveau, je la regarde en variation. Parce que j'ai constaté une chose, c'est que par exemple, la récession c'était quand? De 2000, voilà, 2000, juste avant l'éclatement de la bulle technologique, c'était un plus haut sur la confiance des consommateurs en niveau. Et après, on a baissé. Mais ce niveau baissé avec lequel on est rentré en récession aux États-Unis restait très élevé. Simplement, on est passé d'une situation où les consommateurs étaient euphoriques à une situation où ils étaient très contents. Mais cette baisse d'humeur des consommateurs a suffi pour déclencher la récession. Donc je me suis dit, ce n'est pas les niveaux de la confiance qu'il faut regarder, c'est les variations. Et quand on passe de euphorique à très content, c'est une mauvaise nouvelle. Et donc, c'est ce que je fais ici avec cette courbe en rouge. Chaque fois qu'il y a une baisse de plus de 20% sur l'échelle de gauche, vous voyez qu'on rentre en récession.
ce sont les barres verticales en jaune. Et donc l'indicateur marche très bien à la fois pour nous dire on rentre en récession et surtout on en sort. On peut aller plus bas que cette baisse de 20%, mais après lorsqu'on retraverse cette barre de moins 20% et qu'on est au-dessus, on est clairement en situation de reprise. Donc là, on a une hausse de 40% de la confiance des consommateurs aux États-Unis et c'est clairement un signe que la récession est terminée. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que les marchés l'anticipent déjà depuis un certain temps. C'est la raison pour laquelle, je dis aussi, il n'y a pas de découplage il n'y a pas de scission entre les marchés et l'économie réelle. On peut très bien expliquer que les marchés se comportent bien alors que l'économie réelle est en pleine récession. Pourquoi? Plusieurs explications, mais une d'elles qui est importante, c'est que les marchés regardent devant et pas dans le rétroviseur. Et donc, les marchés ont regardé devant, ça fait un certain temps qu'ils escomptent cette reprise. Et donc là, ce que vous voyez ici en Bordeaux, c'est l'écart de performance entre les actions et les obligations. Quand on est au-dessus de la barre en grisé à 30%, on est en situation de cupidité excessive. Quand on est en dessous, on est dans la situation de peur excessive. Et là, vous voyez, on est dans une situation où on est dans le greed, on est dans la cupidité et pas dans la peur. Donc les marchés ont déjà bien anticipé cette reprise en V que vous voyez ici de l'activité mondiale avec le PIB mondial ici en orange. Donc cette anticipation de la bourse se traduit par des évaluations qui sont excessives ou qui sont proches des plus hauts. Vous voyez ici le marché américain. On est à 23 fois les bénéfices anticipés pour les 12 prochains mois et on n'est pas très loin du pic qu'on avait connu en janvier 2000 à 25 fois. Donc moi, quand je parle à mes étudiants, je leur dis, vous savez, il ne faut pas confondre un indice qui est élevé avec un indice qui est cher. Un marché peut être très élevé et pas cher. Il peut y avoir des situations, vous voyez par exemple ici, le marché, il a quintuplé depuis la fin du marché baissier en mars 2009. On est tombé à 800 sur l'indice S&P et maintenant, vous voyez là les chiffres, on est à 4000. Donc voilà, quintuplé. Mais si les bénéfices font plus que quintuplé, un marché peut être moins cher après avoir quintuplé qu'avant. Donc c'est la petite chose qu'il faut regarder. En l'occurrence, ici, on a quand même des évaluations qui sont très riches. Voilà mes conclusions. C'est bien 1 heure, hein, le timing. On va laisser un peu de temps pour des questions et des réponses, si possible. Alors, donc, les conclusions, c'est que la reprise est en route. Elle est déjà manifeste. Et malheureusement, ce qui va aussi pas nécessairement de pair avec la reprise, puisque ce n'est pas vraiment une inflation par la demande, mais elle va quand même, elle se montre déjà aussi sur les indices des prix à la consommation. Donc on voit cette inflation, plus dans les coûts que dans la demande. Normalement, la Fed devrait tolérer cette hausse d'inflation. Elle va rentrer dans un mode de wait and see. On va regarder. Il y a le prochain chiffre, c'est demain, je crois qu'il est publié. Hein, voilà. Donc on va regarder, on va scruter de très près ce chiffre des prix à la consommation. Normalement, donc, on devrait avoir une Fed qui ne va pas en mode surtuer l'inflation, du moins pas tout de suite. Les marchés ont déjà bien anticipé la reprise et donc ça se traduit par des évaluations qui sont riches en l'absolu. On est toujours et encore dans cette situation, je crois que je l'avais montré au dernier Conico Masterclass, l'exemple du mousseux et du champagne, c'est de dire en fait aujourd'hui on achète des actions pas parce qu'elles sont nécessairement attractives, pas parce qu'elles sont bon marché, mais parce que l'alternative, le mousseux, est hors de prix. Les obligations aujourd'hui sont hors de prix. Vous achetez des obligations à 10 ans en Suisse, vous avez un rendement qui est négatif, des perspectives de perte en capital parce que ces rendements ils vont finir par augmenter avec cette inflation, avec cette hausse de la dette. Donc voilà, on achète des actions aujourd'hui un peu par défaut
mais c'est une situation qui est précaire. Voilà, eh bien, je m'arrête là.